Et je vais vous parler de duplexeur. Donc, pourquoi? Parce que j'ai passé un certain temps à bricoler ce machin qui est là. Voilà. Et donc, bon, ça serait dommage, effectivement, de garder tout ça pour moi. Voilà, donc je vais commencer la présentation. Alors, un duplexeur, c'est quoi? Ben, ça sert à répondre à des situations comme ça. Donc, on a un seul coax entre, par exemple, c'est un exemple de situation, un seul coax entre le shack et puis l'extérieur qui mène vers les antennes. Et donc, on a besoin de faire passer plusieurs bandes à l'intérieur du coax et je dirais de pouvoir utiliser ces différentes bandes donc sur l'antenne, au niveau de l'antenne ou au niveau du shack. Donc ça peut être par exemple si on a par exemple une antenne UHF et une antenne VHF, on envoie sur le même les deux bandes sur le même coax et puis on sépare au niveau de l'antenne. Sachant que par exemple on a un TRX bande dans chaque. Bon, là, ça peut être une situation aussi qui ressemble, sauf que là on a deux TRX, un VHF et un VHF, où on peut avoir une situation, on a une antenne multibande et donc plusieurs TRX, et donc on envoie tout sur l'antenne, sachant que donc on a un duplexeur à chaque fois ici. Et ce duplexeur permet de bien séparer les bandes et de permettre de bien les isoler. Enfin, qu'il n'y ait pas, par exemple, il ne faut surtout pas que, par exemple, quand on émet ici, ça ne retourne pas là, par exemple. Il faut que ça aille là. Donc pourquoi moi j'ai fait ça? Parce que, alors, bon, je ne suis pas encore là, je vais trop vite. Donc qu'est-ce que c'est qu'un duplexeur? C'est ni plus ni moins qu'un la combinaison d'un filtre passe haut et un filtre passe bas. Voilà, donc il y a un des filtres qui permet de séparer une bande et l'autre qui permet de séparer une autre, enfin qui permet de séparer l'autre bande. Alors un diplexeur, c'est pas la même chose qu'un duplexeur. Sachant que quand on fait des recherches sur Internet, que ce soit en anglais ou en français, on trouve pour ces deux mots, en fait, duplexeur, ça peut être ce dont je viens de parler tout à l'heure, et inversement. Mais bon, normalement, un duplexeur, c'est pas la même chose qu'un diplexeur, et c'est quelque chose qui permet de séparer l'émission et la réception quand on émet sur la même antenne, par exemple dans un relais. Donc j'ai mis comme exemple le R19, on a le 439 875 en réception et le 430 475 en émission, enfin pour le vu du TRX. Hein. Et donc on a quand même des fréquences assez proches, je dirais par rapport à la bande, puisqu'on est en UHF. Et ce genre de séparation, on ne peut pas le faire avec les mêmes techniques que dans le cas du diplexeur. Donc je pense que François vous en parlerait beaucoup mieux que moi, puisqu'il s'y connaît un peu en cavité. Donc on utilise des cavités pour faire le filtrage. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que tout simplement parce que chez moi, je oui, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai fait une erreur parce en fait ici en fait il manque le TRX HF. Je l'ai oublié, c'est pas grave. Donc j'ai un TRX HF et puis depuis peu j'ai un TRX VHF aussi. Et à l'extérieur, j'ai donc une antenne VHF et puis une antenne HF. Par contre, je n'ai qu'un seul coax et j'ai voulu n'en avoir qu'un seul. Point. Un gros, mais un seul. Alors, quel était le cahier des charges? Donc, je voulais séparer, en fait, avoir deux voies. Donc, une voie basse qui transporte, enfin et qui permet de transporter HF et 6 mètres, et une voie haute réservée à VHF et UHF.
Donc en fait, ça veut dire que je vais avoir besoin d'un filtre passe-bas qui filtre jusqu'au 6 mètres et un filtre passe-haut qui filtre à partir de la VHF. Alors la fréquence de croisement, ça c'est un truc que j'ai trouvé. J'ai trouvé une formule sur internet. Je sais pas d'où ça sort, mais oui, effectivement, ça correspond à, comment ça s'appelle? La moyenne géométrique. La moyenne géométrique, donc la racine carrée du produit. Donc 54, c'est donc la fin de la bande des 6 mètres, et 144, c'est le début de VHF. Donc il fallait, je dirais, une séparation quelque part, là, donc à la moyenne géométrique. Et donc je me suis fixé, mais c'est sur les conseils de François, donc une réjection d'au moins 30 dB, donc que ça, voilà, que ça baisse pas, qu'il n'y ait pas de HF aller sur la VHF, je dirais, sauf avec une chute de 30 dB. Les pertes d'insertion minimum, c'est sûr, parce que si c'est pour perdre 3 dB, c'est embêtant. Le reste le plus bas possible, et pouvoir utiliser une puissance supérieure ou égale à 100 watts. Donc chez moi, j'ai un TRX HF qui monte jusqu'à 100 watts. Peut-être que je monterai un jour jusqu'à 2 kW. J'en sais rien. Non, j'ai pas le droit. Bon, disons 500 watts, j'en sais rien. Donc je me suis dit, je vais quand même mettre des composants qui sont capables de suivre la puissance. Donc, autre contrainte, boîtier étanche à l'humidité, puisque ça va être en extérieur, et boîtier étanche au rayonnement. Alors, donc, au niveau outils de conception, donc j'ai trouvé sur Internet un logiciel qui s'appelle Elsie. C'est un logiciel qui permet de concevoir des filtres. Donc ça, en fait, c'est une espèce de boîte noire. On ne sait pas ce qu'il fait. Donc on ne sait pas ce qu'il fait, ce logiciel, et je pense que de toute façon je ne vais pas vous donner un cours sur les filtres parce que je pense que c'est pas si simple, et ça supposerait c'est un cours spécial. Enfin, François peut-être nous le fera un jour. J'ai quand même appris un certain nombre de petites choses à l'occasion. Donc par exemple sur ce logiciel, on voit qu'on peut en fait on peut cocher des cases. Je sais pas, on n'arrive pas bien à lire d'ailleurs, c'est pas très net. Bon, c'est pas grave. Donc ici on a le type de filtre. Donc Butterworth, Chebyshev, Coher, j'arrive pas à lire. Bon, peu importe. Gaussien. Et bon, après c'est pas grave. Et je dirais au niveau de la première colonne, on peut faire des choix sur la topologie du filtre, par exemple sur le type de filtre déjà, et la topologie du filtre. Donc là c'est les filtres passe-bas, donc on peut choisir filtre passe-bas avec capacité en avant ou avec bobine, inductance en avant. Là sur le filtre passe-bande, il y a des choix possibles aussi. Pareil sur le filtre passe-haut, et là c'est un filtre stop-band. Donc en fait on a juste à rentrer ici donc la fréquence des coupures si on a affaire à un filtre passe-haut ou un passe-bas. Donc si on a un filtre passe-bande, on a d'autres choses à rentrer évidemment. L'ordre du filtre, donc, qui va déterminer le nombre de composants passifs, le nombre de bobines et le nombre de capacités. L'impédance, parce que bon, on travaille en 50 ohms, mais on pourrait travailler dans d'autres impédances. Et donc il y a d'autres choses ici. Alors je ne sais même plus ce que c'est. Peu importe. Enfin, de toute façon, on regardera ça plus en détail, parce que c'est pas ce logiciel-là que j'ai utilisé, mais un sous-ensemble du logiciel qui s'appelle Diplexer, et qui existe en tant que tel, qui est tout seul, quoi. Donc j'ai utilisé le logiciel qui est tout seul, qui s'appelle Diplexer. Voilà.
j'ai utilisé ce logiciel-là. Et ce logiciel-là, il génère des diplexeurs. Donc il suffit de lui rentrer l'ordre du filtre. Donc ça c'est le taux d'ondulation, parce qu'on va voir que ce logiciel-là, en fait, il propose des filtres Chebyshev. Enfin, je parle sous le contrôle de François, mais... Donc en fait, on règle l'ondulation, et puis ici la fréquence des coupures, ici l'impédance. Alors, donc une fois qu'on a fait ça, il vous sort le schéma. Donc avec les capacités, les bobines. Alors moi j'ai choisi un filtre d'ordre 5, puisque je me suis dit que ça permettrait d'obtenir des pentes assez suffisamment raides pour respecter le cahier des charges. Alors, le diplexeur, donc apparemment, enfin c'est même sûr, hein, de toute façon, il impose, il est basé sur des filtres de Chebyshev. Donc le filtre de Chebyshev, il permet d'avoir des pentes beaucoup plus raides, à condition d'accepter une certaine ondulation dans la bande passante. Et donc par rapport au filtre de Butterworth, qui lui il a absolument il a pas d'ondulation, donc c'est plat. Et ici par contre c'est beaucoup moins raide. Alors j'ai essayé de faire des recherches par rapport au nom là, Butterworth et Chebyshev. Donc Butterworth, apparemment, c'est un ingénieur anglais, c'est plutôt début du XXe siècle. Chebyshev, par contre, c'est un mathématicien, et c'est quelqu'un qui vivait au XIXe siècle. À mon avis, ce filtre de Chebyshev, il a dû exister en tant qu'être mathématique avant de devenir un filtre comme ça. Donc, ceci dit, comme j'y connais rien, et j'ai l'impression que c'est des histoires de polynômes avec plus ou moins de termes. Mais bon, c'est pas un sujet évident, donc j'avais pas le temps d'approfondir ça, et puis c'était pas le sujet. J'avais envie d'avoir un truc qui marche. Ouais, tout comme les équations de Maxwell, qui ont été écrites avant, qui s'intéressent à la propagation. Oui, et la transformée de Fourier aussi. C'est les Fourier, parce que c'est une intégration. Là, je sais pas. Je pense qu'il faudrait peut-être demander aux spécialistes. Je sais pas. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai fait avec ce diplexeur? Donc, j'ai finalement obtenu ça parce que j'ai modifié les valeurs des composants ici, tout simplement parce que je voulais que ça corresponde soit à des valeurs normalisées de composants qu'on trouve facilement, soit à des valeurs de condensateurs que j'ai déjà. Donc j'ai trifouillé un petit peu, et le logiciel permet de voir ce que ça rend au niveau simulation. Donc en fait, le fait de trifouiller, ça a chahuté un petit peu le retour, comment ça s'appelle, le return loss, les pertes retour. Donc il y a un rapport avec le ROS. Et donc je me suis dit que ça devait pas être trop mal. Et alors pourquoi j'ai fait ces choix ici avec une ondulation de 0,1 dB. Alors j'aurais pu prendre une ondulation plus forte pour avoir une courbe plus raide. Alors, pourquoi j'ai pris ça? Parce que tout simplement je me suis dit que ça devait être suffisant pour mes besoins. Mais c'est pas, on pourrait choisir autre chose. Hein, alors, donc les contraintes par rapport à la puissance, donc j'ai pris des condensateurs 500 volts. Donc on trouve soit en mica argenté ou en céramique. Donc en mica argenté, on peut avoir des valeurs relativement précises. Autre contrainte, évidemment, limiter au maximum la longueur des pattes des condensateurs. Donc ça n'a pas été triste, parce que j'en reparlerai tout à l'heure. Donc j'ai choisi de prendre des bobines sur R, évidemment, et avec un diamètre assez conséquent.
Et surtout, chose importante aussi, éviter au maximum le couplage magnétique entre bobines. Donc d'abord en essayant d'orienter les bobines à 90 degrés quand on peut. Et l'expérience m'a montré qu'il a fallu que je mette des blindages pour améliorer le système, pour séparer je dirais pour carrément séparer les bobines donc par un blindage relié à la masse. Donc ça ressemble à ça. Donc voilà, si vous voulez vous passer. Alors bon, c'est pas mon premier, c'est pas le premier essai ça. Donc c'est pas le premier essai. Donc j'ai commencé dans un boîtier plus grand. J'ai percé des trous pour les connecteurs et je me suis aperçu que les connecteurs du filtre passe-eau, je me suis aperçu après coup que finalement les connecteurs du filtre passe-eau étaient beaucoup trop éloignés, donc j'avais des longueurs de patte qui pouvaient être de l'ordre du centimètre quoi. Et donc en fait j'ai dû changer de boîtier, essayer de mettre vraiment les trucs le plus près possible quoi. Alors les mesures je les ai faites avec un anneau VNA. Donc en fait on trace la fonction de transfert de chaque filtre en mettant une charge de 50 ohms sur l'autre et inversement. Donc pour le passe-eau, donc ça c'est vraiment ce qui a été le plus délicat. Donc le passe-eau, en fait la valeur qui m'a fait... Alors ici on a la bande des 430, ici on a le 144, puis là on a toutes les bandes HF. Alors ce qui m'a posé problème c'est ça. Le premier câblage que j'ai fait, j'avais moins 3 dB. Donc j'ai commencé justement par essayer de réduire le plus possible la longueur des pattes. En réduisant vraiment au maximum la longueur des pattes, j'avais encore 1,5 dB. Donc je me suis dit quand même, c'est un peu trop peut-être. Et donc je me suis aperçu qu'en mettant le chapeau sur la boîte, ça améliorait les choses. Donc en fait j'ai commencé donc à mettre des blindages pour séparer toutes les bobines, les bobines du filtre passe-haut, parce que les bobines du filtre passe-bas ça gênait pas trop. Et ce qui fait que j'ai pas mal d'écrans dedans. Je dois avoir 3 ou 4 écrans pour séparer des bobines. Et enfin j'ai réussi à obtenir ça, donc un demi dB quoi de perte. Bon, je me suis dit que ça pouvait encore sans doute être amélioré, mais c'est beaucoup moins évident. Parce que là j'en étais à gratter des centièmes de dB, donc je me suis dit que bon, 0,45 dB, c'est pas si mal. Donc j'ai arrêté là, sachant que pour faire mieux, il doit y avoir d'autres techniques de câblage, parce que peut-être qu'à ce niveau-là, on a des capacités parasites qui deviennent prépondérantes. Donc la courbe suivante, c'est le filtre passe-bas. Donc le filtre passe-bas, il n'a pas trop posé de problème. Alors on voit quand même un truc, c'est que là on a une belle courbe bien raide, et là ça commence là on a un changement de pente. Donc là je suppose que là les capacités parasites doivent commencer à intervenir et à faire que le filtre passe-bas il est moins passe-bas. C'est la bande 144 et le 400, c'est ça sur la droite. Oui, sur la droite, là c'est le 430 et là c'est le 144.
Bon, moi j'ai trouvé que ça va, que ça allait, à moins 45 dB, moins 66. C'est marrant que le rendu est juste à la bande des 144. Oui, alors pourquoi j'en sais rien. Hein. Je sais pas si François pourrait nous dire quelque chose là-dessus. Bon, il sait pas tout, François. Je sais pas. Je pense que le VNA est lié pour quelque chose, sans doute. Tu crois? Peut-être aussi. Peut-être une dynamique assez suffisante pour Peut-être le dire aussi. correctement après Mais la question. peut-être aussi, on arrive aussi dans le niveau dans le bruit là aussi, peut-être. Ouais. Donc je sais pas. Peut-être des cigarettes à notre veine. Un truc pro. Bon bah voilà, hein, c'était court quoi. C'est intéressant. Donc, tu fais le... Tu as redécouvert tous les fabricants de postes de VHF, UHF, En fait, qui blindent un maximum partout. En fait, j'ai un PP vachement intéressant. Tu as la théorie, Ah oui, et quand oui, tu c'est fais la vachement pratique, intéressant. tu as tout ce que le logiciel en fait, de simulation ne comprend pas en fait. Si tu lui dis pas, c'est parfait. Les longueurs de panne de capa. Je pense que c'est le logiciel de simulation pour simuler des capas parasites. Je pense que tu pourrais gagner. C'est soulever tous les angles. Les longueurs, c'est les couplages qui apparaissent. Tu mets une bobine dans une boîte métallique, en fait, c'est pas que de bobine à bobine, ça couple avec tout le boîtier. Il faut vraiment l'enfermer dans Et en plus, quand tu l'enfermes, bah, tu changes la valeur. Donc, tu calcules une valeur sur un VNA extérieur, tu dis c'est super, c'est cette valeur-là. Si tu la mets dedans, tu la chapeaudes, alors bah, t'es à côté.